Donc, du coup, nous allons passer la parole à Madame Conan-Françoise, qui est responsable qualité, coordonnateur gestion des risques à la clinique Saint-Hilaire à Rouen, et qui va nous partager son expérience de la visite Voilà, de sur le chapitre certification 1. sur le chapitre 1, bien sûr. Bonjour. Bon, comme précisé, effectivement, je vais vous faire profiter de mes deux expériences puisqu'on a eu la chance de repasser une deuxième fois la visite de certification. Donc, en ce qui concerne notre établissement, donc on est un établissement MCO principalement avec un petit peu de SMR. On a 500 salariés, 140 praticiens libéraux, 300 lits et places environ. Donc, en MCO, on fait de la chirurgie. Donc là, je vous ai mis toutes les spécialités. En médecine, axée principalement sur la cardio, la cancérologie, la médecine polyvalente et les soins non programmés. Et en SMR, c'est SMR cardiologie. Donc, en ce qui concerne nos visites de certification, donc notre première visite, la visite initiale, a été réalisée en février 2022. Elle s'est déroulée sur 4 jours. Et puis la seconde visite, un an après, en juillet 2023, et elle s'est déroulée, elle, sur 5 jours. Donc voilà sur la première diapo. Sur le contexte, d'abord cette préparation de la première visite. Donc la préparation s'est faite au second semestre 2021. Clairement, je pense qu'on avait une préparation qui a été insuffisante, qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. L'une des raisons, c'était une première version du manuel V 2020 et surtout, on était quand même en année Covid. C'était effectivement la fin du Covid, mais le Covid plus plus pour les professionnels, donc on avait pas mal d'absentéisme. Et j'avoue quand même, on n'a pas évalué l'ampleur des attendus par rapport à la réalité. Donc nous, enfin, la visite de certification précédente s'était bien passée, c'était plus sur les moyens mis en œuvre. Là, clairement, c'était sur les résultats et on a sous-évalué, moi la première, vraiment ce qui était attendu. Donc, sur le périmètre de la visite, on a eu 15 patients traceurs, 7 parcours traceurs, 12 traceurs ciblés et 7 autres systèmes. Donc, voilà, après la visite de la première visite, hein, donc les points valorisés, on est sur le chapitre 1, les droits des patients. Donc là, moi, l'intérêt que je donne pour toutes les équipes, c'est que vraiment, c'est le reflet de ce qui est fait, de vraiment leur pratique. Donc, je trouve ça hyper intéressant, puisque le chapitre 1, c'est essentiellement du patient traceur et de l'observation. Donc, ce qui a été valorisé en première visite, c'est l'information, l'implication du patient et de l'entourage dans le projet de soins, la remise du livret d'accueil, la personne de confiance, la personne à prévenir qui était bien tracée et bien connue, la prise en charge de la douleur avec une implication plus du plus des professionnels, l'évaluation de la douleur qui était faite selon des règles qu'il fallait. Donc ça, c'était vraiment le côté positif. Les points améliorés sur la visite, sur la première visite, hein, c'était l'intimité du patient. Donc en fait, là, notre difficulté, c'est que on n'avait pas, les chambres étaient, on a quelques chambres doubles, et dans les chambres doubles, on n'avait pas de paravents fixes, on n'avait que des paravents mobiles qui ne sont mis que à la demande, que quand il y a besoin, et là, il n'y en avait pas de mis. Et pareil, en salle de réveil, on n'avait pas de paravent. Donc, on est pareil en période Covid. Donc, en période Covid, je pense que c'était regarder plus le côté intimité et aussi le côté prévention du coup du risque Covid. Donc là, on a eu une première fiche anomalie sur ce point-là. Le deuxième point qui nécessitait des améliorations, c'était le circuit de l'enfant en chirurgie pédiatrique. Donc, nous, on fait essentiellement de l'activité de chirurgie adulte. Sur la chirurgie pédiatrique, on fait essentiellement en ambulatoire. C'est là que ça a été évalué. Et en ambulatoire, les parents restent auprès de l'enfant pendant toute la durée de l'hospitalisation. Ce qui nous a été reproché lors de cette première visite, c'était un défaut de sécurité des locaux, c'est-à-dire qu'il y avait une porte qui était ouverte et qui donnait sur un escalier, donc ça a été pour eux assez problématique. Et puis la formation qui n'avait pas été réalisée pour l'ensemble des professionnels à la prise en charge pédiatrique. Donc là, encore une fois, on a eu une fiche anomalie. Ensuite, les points améliorés, mais qui n'ont pas donné lieu à des fiches anomalies, c'était le manque d'informations sur les directives anticipées, le manque de connaissances par les patients du signalement des événements indésirables, le manque de connaissances sur les représentants des usagers. Donc, tout ce que vous avez dit, en fait, en première partie, effectivement, c'est vraiment la réalité de terrain, ou en tout cas, c'est ce qui nous a été reproché.
Et puis, le fait de ne pas remettre systématiquement des passeports ambulatoires, on avait initié les passeports ambus, mais ça n'avait pas été généralisé. Et donc ça nous a aussi été reproché. Quand même, sur ce chapitre 1, lors de la première visite, on avait globalement 90% de conformité, avec au final, sur les trois chapitres, 86% de conformité. Donc, malgré tout ça, on a eu une visite qui s'est plutôt bien passée, mais on a eu une certification sous condition avec une nouvelle visite qu'on a planifiée un an après. J'avoue qu'à l'issue de cette première visite, c'était assez difficile. Donc, le contexte pour la visite 2, bah, c'était un vrai électrochoc parce que c'est vrai on n'aime pas avoir à la fin de la visite, savoir qu'il y a des choses à revoir et surtout quand on reçoit le rapport de savoir qu'on est certifié sous condition. Donc, gros électrochoc avec une remobilisation des équipes qui s'est faite mais qui a été assez difficile parce que tout le monde était déçu. Et sur la visite de suivi, ce qu'il faut savoir, la deuxième visite, c'est que c'est vraiment une visite à l'identique, donc sur la totalité du manuel, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc ça, c'est pareil, c'est très difficile parce qu'il y a des choses sur lesquelles on se dit, oh là là, pour s'est passé en première visite, est-ce que ça passera? Enfin, on n'est jamais sûr de nous. Donc ça veut dire une nouvelle préparation complète sur cette visite. Donc, pour la préparation, on a vraiment axé déjà sur les actions qu'il fallait qu'on mène, enfin, qu'il fallait mener pour répondre aux, aux améliorations. Donc, on a installé des paravents fixes dans l'ensemble des chambres doubles et en salle de réveil. On a revu le circuit pédiatrique avec une porte d'accès au service qui est accessible par badge, un ascenseur qui est aussi accessible par badge, une surveillance qui était renforcée. Et puis, on a fait aussi on a fait la formation des professionnels. On a mis aussi des groupes de travail thématiques sur les directives anticipées, sur la bientraitance, la mise à jour des passeports ambulatoires. Voilà. Après, ce que l'on a fait pour préparer la seconde visite, c'est vraiment donner une priorité aux critères impératifs, sans oublier les autres, bien évidemment. Mais pour les critères impératifs, on a vraiment checké l'ensemble des éléments d'appréciation pour être sûr de pouvoir répondre à tout ce qui est exigé. On a aussi développé l'utilisation des méthodes des experts visiteurs. Donc, on a poursuivi bien évidemment le patient traceur, les audits système, de façon à faire comprendre aussi, à faire connaître aux professionnels la façon dont se déroulent les entretiens dans les services. Parce que effectivement, la grosse différence entre la visite, la précédente certification, c'est que là, les experts visiteurs, et pour l'avoir vécu, ils sont vraiment à 90% dans les services de soins. Ils vont partout. Ils vont vraiment dans tous les services de soins. Ça, c'est important à savoir parce que tous les professionnels peuvent être interrogés. On a aussi sensibilisé les équipes à ce qu'on appelle les audits, les entretiens parce que là, et pour savoir répondre en fait aux questions, pour comprendre les questions posées et savoir mettre en avant ce que les équipes font. En fait, la difficulté des professionnels, c'est qu'elles font des choses, mais que si on n'insiste pas même avant, si on n'insiste pas, elles peuvent oublier de le dire. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est le résultat. Et ce qui est attendu, c'est vraiment de voir l'implication des professionnels. Donc, de bien insister auprès de tous ceux, et il y en a beaucoup qui font des choses de le ressortir, d'essayer de valoriser tout ce qu'elles font. Donc là, finalement, on avait repris toutes les questions posées, on était allé voir toutes les équipes, on a fait des entretiens pour essayer de faire passer le message, comment valoriser ce qui est fait dans l'établissement. Donc voilà, c'est la préparation. Au total, les points valorisés lors de la deuxième visite, ça a été l'information, l'application du patient et l'entourage dans le projet de soins, la remise du livret d'accueil et cette fois-ci des passeports ambulatoires puisqu'on en avait fait par thématique, par type de population, la personne de confiance, la personne à prévenir, la réflexion collective sur les directives anticipées avec un petit mais. Effectivement, il y avait une réflexion je pense qu'on avait énormément travaillé là-dessus, on avait mis en place un groupe de travail. Le livret d'accueil, on l'avait revu pour intégrer un petit formulaire de directive anticipée pour les patients. Donc ça, c'était connu par les équipes, ça n'était pas connu par les patients parce que le livret d'accueil avait été mis à jour très récemment et ils n'avaient pas forcément vu ce nouveau formulaire.
Ce qui a été valorisé, c'était le respect de l'intimité dans presque tous les secteurs. Donc là, je dis dans presque tous les secteurs parce que ils ont insisté sur le fait de réfléchir aussi à l'intimité des patients dans les unités type chimiothérapie, même si nous, on a des zones de repli pour les patients qui le souhaitent, d'isolement pour les patients qui le souhaitent, mais ils ont vraiment insisté une fois de plus de bien vérifier tous les secteurs. Et puis, les points valorisés, c'était aussi la formation des professionnels à la prise en charge pédiatrique. Là, ce qui était vraiment pour nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est vraiment faire de la formation, de la sensibilisation pour l'ensemble des professionnels en ambulatoire et en hospitalisation complète qui sont susceptibles de prendre des patients, des enfants en charge. Les points améliorés en visite 2, c'était la connaissance d'une directive anticipée, de la CDU et du signalement des événements indésirables par les patients. Donc, ce que je vous disais, hein, tout ça, on l'avait noté dans le livret d'accueil, mais c'est pas connu et c'est difficile pour les patients pour vraiment faire de la sensibilisation sans arrêt auprès des patients parce que pareil, hein, comme les professionnels, on peut leur poser des questions, ils peuvent l'avoir fait mais ne pas le savoir ou ne pas le connaître parce que déclarer un événement indésirable, c'est pas forcément des choses qu'ils font tous les jours. Et puis, sur l'installation des paravents, donc tout ce qui a été fait, ça a été bien valorisé, mais toujours à poursuivre pour les quelques secteurs. Donc voilà, sur le chapitre 1, au final, on avait 98% de conformité et puis un résultat global de 94% de conformité avec une certification qualité des soins confirmée, donc vert clair. Voilà, ça c'est pour la clinique. Et puis depuis cette date, on n'a pas envie de revivre la certification comme on l'a vécu. Donc, on a mis des choses en place quand même qu'on espère pérennes. C'est qu'on a renforcé le service qualité parce que c'est vrai personnellement, je fais de plus en plus d'autres missions. Donc, on était quand même sous-effectif. Donc, on a recruté une qualiticienne à temps plein. Et là, c'est hyper intéressant parce que on utilise le référentiel, on utilise les méthodes, on utilise les audits. Donc, il y a du monde régulièrement dans les services et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour la sensibilisation. On a réalisé l'enquête culture, qualité, sécurité des soins qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant la visite de certification. Et puis, on développe vraiment les projets qualité, sécurité des soins par les équipes. On essaye vraiment de les impliquer plus dans la culture qualité, sécurité des soins. Voilà, petit retour d'expérience de Saint-Hilaire. Eh ben, merci beaucoup, hein, Madame Conan, parce que c'est vraiment intéressant. Je pense que tout le monde va pouvoir après le dire, mais en plus de voir cette dynamique, c'était toute la dynamique avec cette première, seconde visite, mais au moins là, les retours concrets, les exemples. Vraiment, merci beaucoup, très complet. De toute façon, on va garder un temps d'échange. S'il y a des questions. On en a une qui est très spécifique. Est-ce qu'on la pose maintenant? Alors, on a une question en effet très spécifique par rapport à votre présentation. C'est concernant la formation des personnels à la prise en charge pédiatrique. Quelles ressources avez-vous mobilisées? Interne. On a fait deux formations, une formation externe qui durait une journée, je pense, mais là qui de toute façon ne permet pas de sensibiliser beaucoup de professionnels parce que c'est toujours limité en nombre de participants. Et puis la deuxième, c'était de la sensibilisation avec une cadre qui était formée, qui était en pédiatrie avant, et puis avec une deuxième cadre. Donc là, ça a été de la sensibilisation avec un diaporama constitué pour rappeler les règles de prise en charge de la pédiatrie. D'accord. Je ne sais pas si pour Monsieur Filbert, ça répond à votre question. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans le chat et puis on va pouvoir poursuivre à la fin, justement. Oui. Après, donc merci Madame Conan et puis on va laisser la parole maintenant à Madame Moulin pour avoir aussi une deuxième vue de vous, votre retour d'expérience concernant aussi ce chapitre 1, mais là, cette fois-ci, à l'hôpital de Lamus. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai vécu la certification en tant que cadre de santé, pour préciser. Donc pour expliquer le contexte, l'établissement Lamus est un établissement en soins médicaux et de réadaptation pour adultes et enfants. Il est composé de 500 lits, dont 376 en hospitalisation complète. Donc ces lits ils sont répartis sur 3 pavillons, complétés de plateaux techniques de rééducation. Et on a plusieurs spécialités qui sont également réparties. Donc la certification, elle a eu lieu en novembre 2022.
Et nous avons été certifiés donc, en février 2023 avec le niveau qualité de soins confirmé. La certification avait duré 5 jours. Donc à l'époque, la responsable qualité gestion des risques qui était en place, elle était là depuis seulement quelques mois. Donc, ce qu'elle a décidé de faire à cette époque, c'était de se concentrer sur les critères impératifs. Et pour ce faire, elle avait sollicité donc les cadres de santé. Et ces cadres-là, en fait, étaient très acteurs de cette certification et elles ont collaboré activement à ces groupes de travail. Et un audit avait également été réalisé avec un consultant. Donc, le score pour le chapitre 1, on avait atteint un score global de 96%. Et donc, les points que je voulais valoriser, donc, qui avaient été énumérés lors de cette certification, donc, c'est notamment l'information qui était délivrée aux patients. Donc, nous, en fait, au niveau de notre organisation, on l'a valorisé par le biais des visites qui sont organisées sur dossier, mais surtout en chambre, en présence de l'équipe pluridisciplinaire. Ces visites sont hebdomadaires. Ensuite, le respect de l'intimité. Donc, nous, on avait la chance d'avoir des rideaux séparateurs qui étaient installés dans toutes les chambres doubles. Concernant la prescription des contentions, donc là, les médecins étaient impliqués, ils avaient été sensibilisés lors des réunions CME. Pour la prise en charge de la douleur, on a le CLUD qui est acteur et qui organise en fait des évaluations à hauteur de 3 fois par an. Et en plus, pour cette évaluation-là, ce sont les soignants qui la réalisent, qui sont acteurs de cette évaluation. Le responsable qualité de l'époque avait également créé un livret qui s'intitulait Tout ce que vous devez savoir pour aborder sereinement la certification. Donc, ce livret-là avait été diffusé également. Et ensuite, pour la traçabilité de l'information transmise et le projet de soins personnalisé, je reviens sur cet indicateur-là parce que je voulais vous présenter un outil qui avait été créé lors de l'IQSS 2018. Donc, c'est celui-ci. Je fais attention, je suis désolée, je me dépêche parce que je ne vais plus avoir de batterie. J'ai oublié de recharger mon PC. Donc, pour cet outil-là, excusez-moi. Cet outil-là, donc, il a été créé en 2018 et cet outil-là est utilisé par les cadres de santé lors des visites en chambre. Ça permet aux cadres, en fait, de recenser tout ce qui est dit pendant cette visite et notamment ce qui concerne les souhaits du patient. On voit l'item 1. On a également l'item 3 qui est intéressant parce qu'on va recenser tous les besoins du patient. Et sur la diapo suivante, on a notamment à la toute fin l'accord du patient ou de son entourage qui est tracé. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais cadre de santé, je travaillais en euros, donc souvent le patient n'était pas en capacité de. Et pour ce faire, je traçais souvent l'entretien que le médecin réalisait avec le patient et la famille. Voilà. Ensuite, ça, c'est le livret dont je vous ai parlé tout à l'heure, que la responsable avait réalisé donc avant la certification. Dans ce livret-là, on retrouvait tous les éléments importants à connaître, notamment, donc là, je reviens sur la prise en charge des enfants. On avait le rappel du circuit spécifique pour l'accueil des enfants à distance des adultes. On avait aussi une info sur le questionnaire ISATIS et également tout ce qu'on devait mettre en place pour, lors du séjour du patient, avec un petit point également sur l'identito-vigilance. Les points à améliorer, ce qu'on a remarqué, c'est que les soignants et patients ne connaissaient pas bien le rôle des représentants des usagers. Pourtant, on avait bien une fiche information présente sur toutes les unités. Pour les directives anticipées, nous, dans notre process, cette information-là, elle est remise au moment de l'admission du patient par les agents d'accueil, ce qui fait que les soignants ne sont pas impliqués dans cette démarche, sauf s'ils sont sollicités. Et malheureusement pour nous, c'est pareil, la charte Romain-Jacob, on ne la connaissait pas et elle n'était pas affichée dans les unités. Ça nous a marqué. Les points améliorés, donc les actions. Donc pour les représentants des usagers, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'était de les impliquer lors des stands qui étaient organisés pour la semaine sécurité patient. Je me souviens qu'on avait notamment utilisé les Imbata parce qu'on avait des questions très spécifiques sur les représentants des usagers. Donc l'idée, c'était d'interroger les patients et soignants.
Et on avait adapté aussi ce type de communication auprès des personnes âgées, c'est-à-dire qu'avec les représentants, on était passé en fait dans toutes les chambres des patients en gériatrie pour se faire connaître. Pour les événements indésirables, donc on a créé un outil donc, qui s'appelle le CREX Magazine. Ça veut dire qu'à la fin de chaque événement qui est analysé, on va diffuser en fait le résultat de l'analyse via des affiches très succinctes et on en profite à chaque fois pour faire un rappel de bonnes pratiques. Et concernant les directives anticipées, donc c'est toujours en cours d'amélioration parce que là, on a décidé de refonder un comité éthique, ce qui nous permettra de travailler sur les modalités enfin, sur les modalités concernant l'organisation des directives anticipées. Et donc, pour conclure, moi, ce que j'ai retenu en tant que cadre de santé, c'est que les professionnels étaient réellement impliqués pendant la certification. On avait bien ressenti ce travail d'équipe et ce sentiment d'appartenance. Un sentiment de reconnaissance aussi de la part de la direction. Par contre, ce qui a été remonté de la part des soignants, c'est qu'ils avaient ressenti comme un relâchement et un sentiment de théâtralisation à la fin de la certification. Donc vraiment, le challenge, c'est vraiment de maintenir cette dynamique qui a été acquise pendant la certification.